Dimitri Bernard, fondateur de AeroXsense, ça vous inspire quoi, ce type de réaction? Vous dire qu'effectivement, il y a besoin d'explications, de pédagogie, d'avoir cela en tête? Alors moi je trouve ça assez confondant d'entendre ce type de propos, mais je suis pas vraiment étonné. Il existe déjà une réglementation en vigueur où les chefs d'entreprise aujourd'hui ont l'obligation de former leurs salariés à la manipulation des extincteurs. Je crois que c'est 2 fois par an, de façon obligatoire. Ah oui. Et ensuite, ils ont l'obligation de faire des exercices d'évacuation. Je crois que c'est 1 fois par an. Me semble-t-il, de façon également obligatoire. Et si ces exercices avaient été faits, si on avait donc respecté cette réglementation, ils sauraient effectivement comment faire, aussi bien comment manipuler que comment évacuer. Parce que les exercices, ça c'est quelque chose d'assez classique, on a l'impression, comme dans les entreprises. Oui, les extincteurs, moins pour le coup, j'ai l'impression aussi que... ouais. Vous avez alors les extincteurs sont bien sûr obligatoires en ERT. Oui, mais savoir ERT. comment s'en servir, c'est ça. c'est ça. Il faut y être effectivement confronté. C'est pour ça que normalement on fait des formations et n'importe quel salarié d'une structure doit être formé à la manipulation d'extincteurs pour sauver sa vie déjà, éventuellement sauver la vie de ses collègues et sauver le bâtiment aussi accessoirement parce que c'est l'outil de travail. Et on se rend compte que la réglementation n'est pas vraiment appliquée. Et ça, c'est les acteurs de la protection incendie qui prodiguent, on va dire, ces formations, les proposent bien évidemment. C'est le devoir de conseil. Et on se rend compte que dans la réalité du terrain, c'est loin d'être fait. Effectivement. Allez, on va découvrir ce que vous proposez comme innovation. AeroXsense. Europe 1, La start-up de la France bouge. Et donc, c'est à vous, Dimitri Bernard, donc pour une start-up créée en 2024, du côté à proximité de Perpignan. Et vous aussi, vous vous présentez un peu comme un autodidacte. Vous avez eu pas mal de différentes expériences. Donc, si on va pas tout dire, mais on a parlé de vente, de marketing digital, de photovoltaïque aussi, à un moment où c'est devenu compliqué. Donc, vous avez testé pas mal de choses. Oui. Et justement, malgré cette déconvenue sur le photovoltaïque qui était forcément pas liée à ce que vous aviez développé, mais vous vous êtes dit, malgré tout, quand on a des idées, des envies, on se remet à penser à créer une entreprise? En fait, quand on est entrepreneur dans l'âme, finalement, ça nous rattrape. Mais effectivement, sur le photovoltaïque, moi, j'ai vécu la déconvenue du moratoire sur le photovoltaïque en 2010. Il y a eu 15 000 emplois détruits à l'époque. La filière photovoltaïque, on l'a mis tout simplement par terre, par décision politique. On achetait des panneaux chinois en masse, donc ça peut se comprendre. Mais évidemment, j'ai fait partie des chefs d'entreprise qui avaient un carnet de commandes caduc du jour au lendemain. C'est ça, donc ça aurait pu vous échauder sur la création d'entreprise. J'ai été totalement échaudé pendant 10 ans. Voilà, c'est ça. Vous êtes devenu salarié, du coup. Oui, je suis redevenu salarié, directeur régional, directeur commercial dans plusieurs structures. Et puis au bout d'un moment, effectivement, ça m'a trop chauffé parce que j'ai vu qu'il y avait des choses à faire, des actions à mener. Et j'ai créé ma structure en 2024. Alors justement, avant de revenir sur tous ces éléments-là, si on se dit, vous avez 1 minute pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est désormais AeroXsense, c'est maintenant, c'est l'heure du pitch. Allez-y. Alors, je vais commencer par un chiffre, le même chiffre que Jacques Pitou a pris tout à l'heure, c'est 250 000 incendies domestiques en France chaque année, qui fait un incendie dans toutes les 2 minutes. Donc déjà, on part de ce constat. Et donc, à AeroXsense, on s'est spécialisé dans la protection des petits volumes, donc les coffrets, les tableaux et les armoires électriques. Notre technologie brevetée repose sur un aérosol condensé. Et le produit, en fait, il est extrêmement léger, extrêmement compact. Le produit que j'ai en main, il fait 10 cm par 2 cm par 2 cm pour ceux qui peuvent nous voir. Il s'installe extrêmement facilement. En 5 secondes, on le positionne dans le tableau. On a un autocollant double face en partie sur le dessous du dispositif. On l'installe. On est sans pression, sans eau, sans batterie, sans électricité. Garantie 5 ans, sans aucune maintenance. Donc, c'est très accessible. La gamme aujourd'hui est assez large. On a une gamme pour le particulier, on a une gamme donc pour le professionnel et on protège de 50 litres jusqu'à 1100 litres. Et on peut même connecter les dispositifs entre eux pour protéger 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, 4 mètres cubes par exemple pour les professionnels. Le fonctionnement de notre système, ça fonctionne sur un câble thermosensible. Je vous laisse déborder, il n'y a pas de problème, allons-y. Ça fonctionne, donc c'est un câble thermosensible de détection linéaire qui va détecter donc une élévation anormale de la température dans le coffret et qui va activer l'aérosol condensé qui lui va libérer un brouillard sec qui va inonder, on va dire, le coffret. Le feu va être instantanément éteint. D'accord, alors juste pour l'image, vous pouvez le mettre au niveau du micro, comme ça on le verra bien pour Europe 1.fr ou Europe 1 TV, comme ça on se rend compte effectivement que on peut l'installer à différents endroits. Donc c'est vraiment venu d'une expérience dans laquelle vous aviez commencé à travailler dans ce secteur-là et vous aviez vu des manières d'améliorer l'existant, de proposer quelque chose de différent. Absolument. En fait, pour être totalement transparent, chez mon ancien employeur, chez qui j'étais directeur commercial, j'ai développé et mis en place le produit de mon concurrent.
Ouais. Donc j'ai commencé comme cela, et le produit de mon concurrent, c'était un faux fabricant suédois qui fait fabriquer en Chine. Il se disait fabricant, donc je l'ai découvert. Ouais. Ça m'a un petit peu échaudé de se déclarer fabricant européen alors qu'on était fabricant chinois. Et en plus, la gamme était très restreinte et donc répondait pas finalement à toutes les demandes. En fait, on n'avait pas cette partie câble installée directement sur les dispositifs. D'accord. Et ce qui fait que dans un tableau électrique qui fait par exemple 25 cm pour un tableau de particulier, ou même d'un petit ERP 5e catégorie, qui fait souvent 25, alors les Hagar, les Schneider, les Legrand, j'en cite 3, on va dire que si vous installez juste un dispositif qui fait 10 cm, on est vite limité parce que le feu peut passer à droite et à gauche et on peut avoir un problème de détection. Donc je me suis dit, il faut quelque chose de plus modulaire, il faut proposer quelque chose clé en main directement aux clients, il ne faut pas leur demander de faire du montage, et puis surtout, il faut essayer de faire du made in France, parce que c'est possible sur ce type de produit, on peut le faire. Il y a des choses que c'est difficile à faire en France, parce que peut-être qu'on manque aussi d'équipementiers. Ou de savoir-faire. Là, en l'occurrence, c'est possible. Ça existe. Donc on est fabricant aujourd'hui de nos solutions sur Perpignan. Avec vous le disiez, 90-95% made in France, parce qu'il y a juste une petite partie qui n'est pas faite en France, c'est ça? Oui, la difficulté, c'est les câbles thermosensibles. C'est ça, justement, c'est ce que vous disiez, voilà, c'est ça. Ces câbles-là, en fait, on a des grosses difficultés, j'ai pas pu les sourcer en Europe. Non, c'est ça, a priori, si ça n'existe pas, non. Voilà, donc forcément... En fait, on n'a pas de savoir-faire, puisque à la base, ça, c'est de la technologie qui vient des feux d'artifice, les artificiers. D'accord. On avait des gros artificiers en France, on avait une technologie, un savoir-faire, sauf que petit à petit, c'est érodé, et que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, où il y avait un gros savoir-faire, ils le fabriquent plus. Effectivement, et donc pour vous, comme un petit peu avec Jacques Pitou avant pour Blockfire International, c'est à la fois donc les particuliers et puis des entreprises, des professionnels. Il y a un vrai développement aussi B2B. Alors, nous, on a pris le pas de développer vraiment la partie professionnelle. C'est ça. Donc les revendeurs de la protection incendie, bien sûr, sont clients, les prévisionnistes, les experts de la protection incendie. On a les distributeurs de matériel électrique. Qui donnent une belle traction aujourd'hui sur le produit. Donc c'est les électriciens finalement, les mainteneurs qui installent le produit. On fait déjà beaucoup d'export parce que 50% de notre CA de toute façon c'est de l'export. Ok. On est présent en Europe principalement ou pas? Non. On est présent en Asie. Par exemple, on est à Taïwan. On est présent en Afrique sur 3 destinations, 3 pays. On est présent en Amérique latine depuis peu, en Argentine. Des besoins. Et puis bien sûr en Europe occidentale. Et la commercialisation grand public, là, c'est ce qui va vous occuper pour 2026 Exactement, ça, vous avez les bonnes informations. Ça arrive. L'objectif 2026, effectivement, c'est d'être présent sur les différentes marketplaces et sur le online. Actuellement, volontairement, on a laissé la place, parce qu'on voulait y aller à un moment où on aurait une gamme modulaire et on aurait aussi un produit destiné spécifiquement pour particuliers. Donc là, le produit que vous voyez là, c'est un produit qui fait quand même partie de la gamme professionnelle. D'accord. On a un produit spécifique particulier qui arrive le mois prochain, et c'est pour ça que on va aller sur la partie marketplace, le online, sur ce produit particulier, puisqu'on aura bien dissocié les deux, le particulier et la gamme professionnelle. Très bien. Notre coach, David Smadja, ton regard sur... Moi, je suis conquis. Moi, je suis conquis parce que je pense encore une fois que c'est du bon sens industriel. Ouais. Donc, c'est un produit qui est simple à comprendre. Il a l'air d'être relativement simple à poser, et pourtant, à l'intérieur, c'est pas si simple. Donc j'aime bien le contraste. J'aime bien le contraste entre la simplicité du produit et la techno à l'intérieur, et la recherche et le développement que vous avez dû enclencher pour arriver à cette innovation. Donc je trouve que c'est un produit à très fort pouvoir de déploiement. Mais quelle va être la différence entre le produit pour les consommateurs en B2C et celui-ci? Alors la dimension du produit principalement, c'est que là ça fait 10 cm, le produit particulier va faire 67 mm de mémoire, et surtout c'est la charge d'agent extincteur qui va diminuer, puisque justement les professionnels vont utiliser les produits pour protéger des gros coffrets, des armoires industrielles, professionnelles, et on a même des options qui arrivent, l'alimentation électrique, le report de statut, la communication radio qu'on va greffer en fait dessus. Ça c'est pour les pros. Et le particulier, lui, il a un tout petit coffret. Un coffret qui va faire 20 litres, 30 litres, 40 litres. Et donc là, on aura un produit vraiment dédié pour ce petit coffret. Et peut-être se redire un mot sur donc l'aérosol condensé, sur le fonctionnement. Vous l'avez un petit peu expliqué dans le pitch, mais pour qu'on s'imagine, voilà, justement, avec l'aspect grand public pour chez soi, ce que ça fait concrètement. Alors déjà, pour le schématiser, ça ressemble à un bloc de savon. Ouais. On schématise, un bloc de paraffine, mais plus un bloc de savon. Donc il est condensé parce qu'il est compacté. En gros, on le compacte à peu près à 350 kg par mètre cube. Et l'agent extincteur qui se trouve dedans, c'est du potassium et du strontium. Potassium, c'est une charge, on va dire, qui va permettre de pousser le produit. C'est le comburant, ça va permettre de pousser le produit et de créer une expansion, on va dire, dans le coffret. Et on a ajouté du strontium pour éviter les résidus, parce que le produit est totalement sans résidus, et ce qui fait que le tableau électrique derrière, il n'est pas du tout abîmé. On peut repartir immédiatement. Et sous le contact de la chaleur, cet aérosol qui est solide se transforme à l'état gazeux. Ouais, c'est ça. Et donc on a une fumée blanchâtre qui se noie dans l'armoire ou dans le coffret. Ouais.
Et cette fumée, pour faire très très simple, en gros, elle crée une couche protectrice autour des molécules d'oxygène. Okay. Et dans un triangle de feu, on a besoin du comburant, on a besoin de l'oxygène, on va dire, pour que la flamme perdure. Si vous supprimez l'oxygène, c'est le principe de la couverture anti-feu. Vous mettez une couverture, un torchon mouillé sur une friteuse, le feu s'arrête parce qu'on a supprimé l'oxygène. Voilà, c'est le même principe. L'oxygène n'est pas supprimé parce que c'est respirable, on peut rester dans la pièce ou à côté. Mais en revanche, le côté comburant de l'oxygène, lui, il a disparu. Donc le feu est éteint instantanément. Très clair. Et David, on poursuit aussi sur ces aspects de justement maintenant des besoins identifiés pour continuer à grandir, notamment en termes de financement. Comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc c'est vrai qu'à mon avis, pour aller chercher de nouveaux marchés, et notamment le marché du particulier, c'est un marché à mon avis gigantesque. Donc il faut nécessairement avoir une stratégie claire et je pense que 2026 c'est le bon moment pour l'avoir. Donc c'est vrai qu'il va falloir commencer à cartographier les bons investisseurs. Donc c'est vrai que la société a été créée, je crois, en 2024. Donc vous restez une jeune structure, donc il faut plutôt s'orienter vers des fonds qu'on appelle plutôt early stage et qui ont l'habitude de financer des projets relativement récents, voire même aujourd'hui, je pense, au projet impact, parce que finalement que ce soit aussi évidemment vous, Monsieur Pitous, vous avez des sociétés impact aujourd'hui. Vous avez un impact positif sur la société et évidemment aujourd'hui c'est important et vous avez des financeurs qui eux, voire même des corporate ventures qui aujourd'hui eux veulent miser avant tout sur ce type de société à impact. Donc pour moi c'est avant tout structurer aussi une stratégie. Et la stratégie, ça va être prouver l'attractivité commerciale, mais je pense qu'on y est déjà. Et aussi, je crois, préparer les futurs marchés, parce que j'imagine que vous souhaitez aussi aller vous étendre à l'international. J'avais cru comprendre qu'il y avait peut-être le marché US qui était un marché, potentiellement un gros marché. Et évidemment, je me demande si c'est pas un sujet où la fabrication locale sera, à mon avis, importante, comme on sait que c'est un marché qui aime bien qu'on crée sur place. Évidemment, ça nécessite des financements, et je pense que ça, il faut dès à présent l'intégrer dans votre business plan, justement, pour montrer l'attractivité. Ça, c'est un vrai sujet qui est apprécié par les investisseurs, de savoir que vous pensez déjà à l'internationalisation du projet. Le marché américain, Dimitri, c'est un des projets aussi. Alors, peut-être pas tout faire en 2026, il faut prendre son temps. Non, ce ne sera pas 2026. Ce ne sera pas 2026. Là, 2026-2027, on va consolider, on va dire, notre présence en France. Et bien sûr, dès mars-avril 2027, on sera déjà donc, en Espagne, en Italie et en France en GSB. Donc ça va aller quand même assez très très vite sur cette partie-là. Non, par contre, pour aller sur le marché américain, effectivement, on prévoit une levée de fonds, plus fin 2027. On aura un peu plus de recul. On arrivera un petit peu plus costaud aussi envers cette levée. C'est pour ça qu'on a écarté le early stage. Bien sûr. Moi, j'ai autofinancé beaucoup de choses de mon côté et on est capable aujourd'hui de développer, on va dire, l'Europe occidentale, sans trop de problèmes. En revanche, pour aller sur le marché américain, et notamment la GSB américaine, là, c'est pas du tout le même cas de figure. Les volumes sont extraordinaires. Oui, il faut forcément partir sur il faut y aller avec au moins 1 million d'euros de trésorerie, sinon ça sert à rien, c'est pas tenable. Et il faut fabriquer effectivement sur place, il faut faire du Made in America, sinon on va se faire bouder par les consommateurs. Donc mais c'est prévu effectivement pour 2028, on l'espère, si le plan de marche fonctionne comme il faut. Dernier mot rapide sur l'aspect certification, vous aussi, c'est un sujet forcément, ça prend du temps, mais c'est... C'est un gros sujet, ça prend du temps, et en plus, on en parlait avec Jacques en off juste avant, il y a un vide normatif. C'est-à-dire qu'on a un produit innovant et ce qui fait qu'aujourd'hui il n'est pas vraiment reconnu parce qu'on n'a pas de référentiel encore technique. Plus la demande, oui, parce qu'il n'y a pas de référentiel technique en face. Moi j'ai un dossier qui est posé au CNPP par exemple depuis 1 an. Il est un peu sous la pile puisque ils vont devoir en gros créer presque un référentiel, l'adapter pour un produit. C'est normalement c'est le genre de dossier qui aurait pu être réglé en quelques mois entre guillemets quand on est sur un cadre un peu plus connu. En 6-8 mois ça aurait pu se faire. Et là on voit bien que ça bloque. Pour le marché américain il faudrait par exemple la UL 2775. Mais pour avoir la UL 2775, pour rentrer juste dans un tout petit détail, ce type de produit, il faudrait le tester dans un environnement de test de 100 mètres cubes. D'accord. Donc moi, je protège les armoires. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas le faire tester dans un environnement de 100 mètres cubes. Et là, c'est bête et méchant. Le test, c'est 100 mètres cubes. Donc, on ne peut pas me donner l'assertif. Donc, vous voyez, on est confronté à ça. Et il faut qu'ils bougent leur référentiel pour pouvoir normer, certifier nos dispositifs. Quelle idée d'innover aussi, vraiment. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ça l'innovation. Il faut bousculer les normes. Bon, merci à vous, Dimitri Bernard. Vous restez bien évidemment avec nous également. Vous pensiez que c'était juste un coffret électrique. Un simple mur, des dossiers, un foyer. En 1 minute, la flamme vous a tout pris. Ce n'est pas un dégât, c'est un anéantissement.
Le feu ne s'arrête pas quand il est éteint. Pour une entreprise, cela signifie un arrêt immédiat de l'activité, la perte d'exploitation, le chômage technique. C'est l'attente interminable des assureurs. C'est, pour 2 entreprises sur 3, le dépôt de bilan. Pour un particulier, c'est le traumatisme, le relogement d'urgence, la perte irremplaçable des biens précieux et des souvenirs, des mois, voire des années d'attente pour la reconstruction. Ne laissez pas 1 minute de flamme devenir une année de cauchemar. Il est temps d'arrêter le feu là où il commence. Voici Sticker Pro Max par AeroXsense, conçu pour les zones critiques comme vos coffrets électriques. Compact, son installation est un geste simple, autocollant en moins de 5 secondes. Il est 100% efficace grâce à sa large détection. Et surtout, il est écologique, sans résidus, totalement inoffensif pour l'homme et la planète. Protégez vos biens, sauvez votre activité. Choisissez la prévention intelligente. AeroXsense, la protection intelligente.